Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Et ce nom de podcast vient tout juste parce que pour moi, merveille, ça vient dans la lumière. Je ne vais pas vous dire le prénom d'abord de cette personne qui est avec moi parce que je ne suis pas toute seule au Pays des Merveilles. Cette femme, j'ai un premier indice, c'est une femme. Cette femme, je l'ai rencontrée dans sa vibration. Vous savez très bien que je résonne avec les gens, d'abord parce qu'ils transmettent. Euh, cette femme, je l'ai rencontrée il y a fort longtemps sur les réseaux. Je l'ai vue cheminer à l'étranger. Et j'y ai vu une personne qui vivrait avec moi parce que sa manière de vivre à l'étranger me parlait beaucoup. Et dernièrement, elle a ouvert une école. Vous savez très bien que j'aime ce genre de processus. Et son nom, c'est l'École des Arts Sublimes. Et sublime est un mot latin qui me fait beaucoup vibrer, même en français, il y a des mots qui me parlent plus que d'autres. Et quand je l'ai vu écrire cela, je me suis dit, ok, j'aimerais vraiment te parler, toi. Art sublime, sublimen en latin, c'est sous les limites. Et le Au Pays des Merveilles, c'est aller au-delà des limites, aller derrière le voile de l'illusion. Et quand je veux rencontrer quelqu'un, en fait, c'est pas moi, hein, c'est un appel intérieur, c'est que ça vient sur mon chemin, pour le vôtre aussi, mais ça vient d'abord sur le mien, et de voir aussi là où je peux encore gagner sous mes limites. Et c'est un mot très important dans sa médecine, que j'aime appeler la souveraineté, et gagner avec simplicité, fluidité dans ma souveraineté. Donc là, ça faisait écho en moi, je me disais École des Arts Sublimes, je suis allée lire et, tes mots, ma chère, et je me suis dit c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une forte tendance à l'orfèvrerie dans les mots, et je me suis dit comment on peut écrire avec tant de subtilité, avec tant de profondeur et de simplicité. C'est très rare, hein, c'est pas, je suis fan de lecture, je suis fan d'écrit, et je trouve, moi, par exemple, quand j'écris, il peut y avoir beaucoup de complexité. Et là, j'ai dit non, là, il y a de la simplicité. Et après, j'ai pas osé t'appeler. Et après, tu as osé montrer, tu nous as montré ton art. Et tu as appelé ça d'abord une clé d'évolution, qui s'appelle d'abord maintenant une clé de transcendance. Et je me suis dit, OK. Et tu nous dis, cette clé de transcendance, eh bien, c'est pour ouvrir la porte du mystique. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, j'y vais. J'ose appeler Margot Miglior, qui est avec moi. Merci d'être avec moi, Margot. Waouh! On m'avait jamais fait une introduction aussi qui me fasse autant vibrer, quoi. Merci beaucoup. Oh là là. Dès le début de ce podcast. Je suis vraiment ravie d'être ici et d'avoir l'occasion de partager ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui visiteront, qui écouteront ce podcast. C'est merveilleux. Ouais. Et cette école des arts sublimes, elle existe depuis longtemps en toi. Mais je dirais que cette école des arts sublimes, elle existe depuis toujours, je pense à moi. Peut-être même elle existait avant ma naissance. Moi, ce que je ressens vraiment depuis que je suis entrepreneur et que je m'autorise en fait à créer vraiment de façon très, très, très personnelle et unique ma vie et mes projets professionnels, depuis que je fais ça, j'ai l'impression que tout ce que je crée n'est qu'un prolongement de ce que je porte à l'intérieur, un prolongement de moi-même. C'est-à-dire que c'est tellement fidèle à où j'en suis en ce moment, enfin à ce moment-là dans ma vie, mes envies, mes désirs, mes aspirations profondes, le sens et les valeurs que je souhaite incarner. C'est tellement proche de ça qu'en fait, l'école des arts sublimes, elle a grandi avec moi. Et j'arrive à un moment de ma vie où j'ai eu quelques années, tu vois, de besoin d'exploration, de tâtonnement. Donc, j'ai lancé pas mal de projets différents qui pouvaient paraître assez déconnectés les uns des autres, alors qu'en réalité, il y avait vraiment un fil rouge très, très fort qui était justement ce que je porte en fait en moi d'assez profond en lien avec la souveraineté, ce désir de libération par la souveraineté, par le cheminement personnel et par l'art, justement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se révèle vraiment à moi. J'ai l'impression d'être
dans une forme de gestation, c'est-à-dire que ces dernières années, c'était comme... non, dans une forme d'accouchement, au contraire. Ces dernières années, c'était une gestation où je me suis préparée, jusqu'à être prête justement à pouvoir accoucher de cette école des arts sublimes et de ma marque de création perlée, qui sont en fait deux projets entièrement liés. On pourra en parler, je pense. C'est vraiment comme l'homme et la femme dans un couple, tu vois. Hmm. C'est le jour et la nuit. C'est deux faces d'une même pièce, vraiment. Et d'ailleurs, ils ont été pensés comme ça. Et les sites ont été créés aussi exactement comme ça. On pourra en parler aussi si tu veux. Donc oui, ça fait partie de moi depuis toujours. Simplement, j'étais pas encore prête à accoucher de cette école-là. Donc j'avais besoin de mûrir intérieurement, j'avais besoin de faire mes expériences, j'avais besoin de cheminer. Et même s'il y a quelques années, j'avais pas encore conscience que j'allais créer que j'allais créer cette école et cette marque comme ça, je le portais déjà. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est quand on se laisse vraiment on accueille pleinement la vie et qu'on chemine d'expérience en expérience, on se rend vraiment compte que tout est tellement juste dans le sens où tout nous prépare à la suite. Il y a vraiment un grand sens cosmique. Exactement. Et ça demande finalement aussi, ouvrir une école, ça demande aussi beaucoup d'intégrité. Et là, la souveraineté, elle devient incarnée parce que on n'ouvre pas une école par hasard. Et c'est quand même un travail intérieur avant pour pouvoir après accueillir les élèves et les laisser aussi découvrir leur souveraineté et pas prendre le pouvoir sur leur propre souveraineté. Et ça demande un Complètement. chemin personnel. Oui, oui, évidemment. Mais déjà, cheminer personnellement permet de comprendre ce que ça veut dire pour soi la souveraineté et toutes les notions qu'on est amené à expérimenter et les faire siennes, vraiment les intégrer à la lumière de sa conscience, de ses expériences. Et pour moi, c'est la première étape de la souveraineté. C'est pour ça que j'explique à l'école, tu vois, dans la première page du site de l'école, il y a écrit « Cette école est merveilleusement unique ». Alors, il y a vraiment aussi cet appel au merveilleux qui a besoin d'être vraiment réinfusé dans notre quotidien parce que pour moi, ça nous permet d'avoir un regard neuf, lumineux, une qualité de présence sur la vie en fait, qui nous nourrit. Donc, au-delà de ça, dans la première page de l'école, j'explique qu'elle est merveilleusement unique en premier lieu parce qu'il n'y a pas de professeur à part la vie, c'est-à-dire tout le monde est maître et tout le monde est élève. Et donc moi, mon rôle, c'est de créer un cadre qui favorise en fait l'émergence du maître intérieur en chacun. Donc je n'enseigne rien, entre guillemets. J'aide les élèves qui arrivent à moi à à s'enseigner eux-mêmes à travers leurs expériences. Donc, c'est le maître, en fait, qui se dévoile et qui s'installe, qui s'ancre, qui se déploie et qui, en fait, reprendre sa place légitime. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire dans le sens où aujourd'hui, dans le monde de l'éducation, c'est comme si on nous faisait des transfusions de connaissances. Alors que pour moi, même si les études, développer du savoir, c'est-à-dire des recherches, aller chercher à l'extérieur, ça peut être passionnant, important et très intéressant. S'il n'y a pas une première base de souveraineté qui permet vraiment de savoir si ça entre en résonance avec nous ou pas, et puis aussi de développer la posture de l'autodidacte qui est pleinement souverain parce qu'il développe en fait sa propre connaissance et en plus il le fait par l'expérience. Donc ça s'intègre profondément en fait dans tout son corps. Et ça c'est tellement plus libérateur, tellement plus puissant, tellement plus important en fait que juste d'apprendre et d'ingurgiter des informations qu'on n'a pas pris le temps de faire siennes et qui ne nous conviennent pas forcément en plus. Donc, ouais, c'est vraiment la démarche que j'avais, en fait, de créer. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'univers des écoles, surtout depuis que j'ai découvert Harry Potter. Je dirais que j'ai grandi avec Harry Potter. Tu vois, quand le film est sorti, j'avais le même âge que lui. Ça a été une des premières sagas vraiment que j'ai suivies, que j'ai lu, un des premiers univers dans lequel je suis rentrée parce que c'est un univers qui a vraiment apporter du merveilleux et de la magie dans mon quotidien, dans ma façon de voir le monde, en plus de toute l'école, en fait, tout ce qu'incarne l'école. Et donc, je pense que ça m'a quand même
toujours porté au fil de ma vie, sauf que j'avais envie de ramener du merveilleux et de réinventer l'école qui permettrait à chacun vraiment, vraiment grandir, mûrir en tant qu'adulte, s'épanouir, en plus d'avoir une expérience humaine fabuleuse au sein de l'école. Donc, on en arrive aujourd'hui aux Arts Sublimes, qui est une école toute, je dirais qu'elle vient de naître, même si elle existe depuis déjà longtemps dans mon énergie et je pense vibratoirement un peu partout. Et je pense qu'elle sera amenée vraiment à évoluer encore, à grandir. Mais déjà, dans un premier temps, être en mesure d'accueillir des élèves pour les aider à cheminer de cette manière-là, c'est le cheminement que j'ai entrepris et qui a complètement transformé, je dirais, sublimé ma vie. C'est bien pour ça que ça s'appelle l'école des arts sublimes. C'est apprendre à développer ses arts en soi. Donc, les arts, c'est pour moi les 3 fondations de la souveraineté personnelle se sont révélées à moi comme des évidences au fur et à mesure de mes expériences. Donc, il y a ce que j'appelle l'amour, la présence et la création. Donc, c'est les 3 grands piliers qu'on est amené à explorer de plus en plus en profondeur, en détail, et à s'approprier pour comprendre vraiment mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment je l'incarne. Et pour prendre conscience à quel point plus on avance dans ces piliers-là, plus on grandit en souveraineté et plus tout ça, ça transforme radicalement notre existence parce que notre regard est sublimé. Tous les éléments qu'on pose sont sublimés. Comme notre conscience, en fait, est de plus en plus ouverte, vraiment, c'est toute notre vie qui se transforme et qui se déploie à un potentiel vraiment beaucoup plus grand que quand on était plus endormi. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien avec l'émerveillement, tu vois. Ouais. Et c'est pour toi, le merveilleux, il se développe comment? Il se vit comment dans ta vie de tous les jours? Mais il se vit... si on reprend les 3 piliers, il se vit vraiment dedans. C'est-à-dire que Ouais. plus j'ai un regard amoureux avec la vie, plus je suis en mesure de m'émerveiller. Et plus je suis dans une qualité de présence, vraiment, tu vois, je suis là, je porte attention à ce qui m'entoure, à ce que je ressens, plus ça intensifie mon expérience, forcément. Donc, par exemple, je suis en train de déjeuner, si j'ai une qualité vraiment de présence, si je prends le temps et l'attention de ressentir ce qui se passe dans ma bouche, toutes les saveurs, mais c'est comme si je démultipliais mes perceptions et mes sensations. Donc ça m'amène aussi à d'émerveillement. Je suis aussi en capacité de percevoir des choses que je ne percevais pas avant. Tu vois, de faire attention à la beauté d'une fleur qui est sur mon passage, alors qu'avant, je pouvais passer comme ça et absolument pas m'en rendre compte. Donc, le fait de s'ancrer dans une plus grande qualité de présence, effectivement, ça ouvre les portes de l'émerveillement. Mais il y a aussi le pilier de la création. Le pilier de la création, c'est tout l'aspect plus yang des énergies qu'on peut porter, c'est-à-dire incarner dans la matière, poser des actions et le faire avec une qualité de présence telle et une posture d'amour telle que c'est complètement sublimé. C'est pour ça que tu peux créer des merveilles, justement, des trésors par ta présence, par l'amour que tu infuses en fait dans tes actes, dans tout ce que tu crées au quotidien, que ce soit des pensées, des paroles, des actions, des objets, des relations. Tout ça est sublimé justement parce que tu as pris le temps de poser les 2 premiers piliers qui sont la qualité de présence et l'amour. Et enfin, l'école et la marque de création Perlée sont complètement liées, c'est-à-dire que l'école, ça sculpte le diamant que tu as à l'intérieur, c'est pour apprendre à développer l'harmonie, à sublimer ton intérieur pour que dans le prolongement, tout ce que tu crées devienne sublimé et merveilleux. Et je peux t'assurer que moi, mais dans ma vie, c'est tellement concret en fait, ça s'est tellement manifesté dans mes relations, dans toutes mes relations, et que ce soit amicale, familiale et la magnifique relation amoureuse que je vis aujourd'hui, mais aussi mon environnement, mon lieu de vie, et puis bien sûr mes projets. Donc en fait, c'est comme si Marguerite Meyer, qui est le nom de la marque de mes créations perlées, c'était vraiment le prolongement manifesté de ce que je suis capable de créer en moi à travers la souveraineté, les arts sublimes que je développe au quotidien, qui sont proposés à l'école. Et
ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on ne reste pas dans l'éther, on ne reste pas dans une connexion et une présence, c'est-à-dire qu'on est amené à être des êtres purement incarnés et divinement inspirés. Et c'est ça qui est très intéressant. Et tu sais, quand tu parlais du temps, la manière dont tu vis, j'ai comme cette sensation que finalement, ce n'est plus je passe mon temps, mais je vis le temps. Il y a une profondeur dans le temps. Et ce que je te disais quand on s'était rencontrés, parlé auparavant, c'est que pour moi, c'est comme une dévotion à l'instant présent et un accueil. Et ça demande pour moi, par exemple, qui peut être un peu dans une création précipitée, de quand ça ralentit, ben, ça va encore plus vite et c'est beaucoup plus profond. Oui, complètement. Ouais. C'est marrant que tu dises ça avec ces mots-là parce que je l'amène souvent de la même manière aux personnes que j'accompagne. Parce que, tu sais, on est vraiment dans une société qui nous amène à nous précipiter, à pas nous écouter, à être dans la productivité, la rapidité, l'instantanéité, tout ça. Et finalement, on se perd à être dans une forme d'empressement anxieux et de précipitation apeurée. Et en fait, effectivement, le pilier de la présence nous apprend vraiment à ralentir pour justement nous ancrer dans l'instant, dans nos perceptions, dans nos ressentis et accéder à notre boussole qui nous permet au final de gagner énormément de temps en allant de façon beaucoup plus directe vers ce qui est juste pour nous. Après, il n'y a pas d'erreur à prendre des chemins un petit peu escarpés et que ça prenne, enfin, tu vois, au final, à se précipiter. Pourquoi pas? Parce que même dans la précipitation, on apprend des choses fondamentales. C'est justement parce qu'on va s'autoriser à vivre la précipitation qu'on va se rendre compte qu'en fait, ralentir, ça peut être bien aussi. Oui. Et c'est pour ça que tu vois, dans le pilier de l'amour est un avec l'accueil inconditionnel, à la fois avec la dévotion. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est l'amour, compris avec des nuances différentes. C'est comme si l'amour, c'était un diamant, et puis hop, il y a différentes facettes, comme nous tous. Alors, j'ai perdu la connexion avec Margot. Elle va revenir. Le temps qu'elle revienne, je continue. Ah, elle revient. Hey J'étais en train de faire la pause pub. Il faut que tu remettes ton micro. Est-ce que tu peux même réaliser le podcast sans avoir perdu le début? Je pense, oui. J'ai continué à enregistrer, Oui, il n'y a pas de souci. ouais, je pense aussi. Bon, parfait. J'étais en train de faire la pause pub et pour leur montrer aussi que moi, j'aime le côté très naturel. Je ne vais pas fabriquer le podcast. Ce n'est pas mon style. Et je me disais, tu vois, que finalement, ces piliers existent comme une trinité intérieure. Complètement. Ouais, parce que la manière dont tu as amené ce côté de la précipitation, elle est là, elle développe en fait, je me suis vue, en fait, elle développe ma qualité de témoin et d'observatrice de l'être que je suis en devenir et qui apprend sa souveraineté face à ses mécanismes, à son développement, à son devenir de femme. Et la présence est là parce qu'elle est sublimée par l'amour et vice-versa, et la création est là parce que je suis un être incarné. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est important d'avoir les trois. Vraiment, ils sont interdépendants, je dirais, en fusion et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre parce que si tu as l'amour sans la présence, ça ne marche pas. Et puis, si tu n'as pas ces deux-là, si tu n'as pas la création, tu n'incarnes pas, alors qu'on est quand même des êtres incarnés. On est là pour faire descendre, hein, c'est pour vivre dans le concret. Et je crois que quand on commence à s'éveiller, à rentrer, ce qui arrive à beaucoup de personnes dans une quête de spiritualité, d'éveil, d'évolution, on peut vraiment en oublier à quel point c'est important de revenir à la terre, à l'ancrage. Mais avant de comprendre vraiment pourquoi c'est important, c'est essentiel et c'est absolument nécessaire, on a parfois besoin de se perdre, d'aller explorer justement tout ce qui n'est pas tout à fait juste et équilibré pour nous. C'est pour ça que ce que je te disais juste avant de sa coupe, c'est que pour moi, une posture d'amour, c'est une posture d'accueil inconditionnel qui nous permet aussi de nous accueillir, de nous respecter et de nous autoriser à suivre des élans, même si on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément la perfection, tu vois, qu'on pourrait
nous décrire comme spirituelles ou saines ou justes. Tu vois, moi, c'est dans toutes mes expériences des polarités et des déséquilibres que finalement, naturellement, a pu se construire en moi un chemin vers l'équilibre, en fait, beaucoup plus stable et une stabilité. Mais honnêtement, si je n'avais pas fait des expériences où j'ai fait l'expérience du chaos, j'ai fait l'expérience du déséquilibre profond, tu vois, que ce soit dans mes relations, ma façon de manger, dans mon travail, ma façon de gérer mon temps et mon énergie, ben, en fait, je ne me rendrais pas compte vraiment de ce que je ressens, en fait, quand je vis ça. Et c'est parce que je l'ai vécu une fois ou plusieurs fois, en tout cas, le nombre de fois nécessaire à mes prises de conscience, qu'aujourd'hui, je suis capable de plus rapidement et plus naturellement, c'est-à-dire sans effort, cultiver l'équilibre au quotidien. Ouais. Parce qu'on s'empêche souvent de vivre certaines expériences quand on est dans une quête de perfection. Et pour moi, on passe à côté du coup de l'essentiel, de l'enseignement et donc peut-être de la perfection aussi. Parce que tu vois, c'est comme l'engagement, comme l'équilibre, comme l'engagement et l'équilibre, mais certainement plein d'autres notions. Pour moi, on ne se les impose pas. C'est-à-dire qu'on y arrive naturellement au fil de nos expériences et de la lumière qu'on a mis dessus et de ce qu'on a appris en fait. C'est comme des enfants qui apprennent à marcher, qui ont besoin de tomber plusieurs fois pour petit à petit trouver leur équilibre. C'est exactement la même chose. Oui. Et donc, c'est une approche c'est vraiment une approche d'amour, de la spiritualité. C'est être dans l'amour pour cheminer. Et c'est une approche vraiment douce et respectueuse du rythme de chacun, des besoins de chacun, qui est dans le non-jugement, mais dans l'accueil inconditionnel. C'est vraiment dans ce sens-là que je comprends le pilier de l'amour. Ouais. Et finalement, se dire qu'on est toujours des enfants parce qu'on est toujours en apprentissage. C'est pas parce qu'on a 18 ans et qu'on a le droit de voter, qu'on a notre permis, que, que ça y est, je suis un adulte. Et c'est quoi être un adulte? Pour moi, c'est être toujours en fait en apprentissage parce que je me suis incarnée sur cette terre pour faire évoluer, et progresser et apprendre et vivre. Et il n'y a finalement aucun positif et aucun négatif. C'est finalement... Parfois, j'ai l'impression, tu sais, de marcher, puis parfois, je touche un mur, ah, c'était pas par là, hop, je tombe sur un autre mur, ah, c'était pas par là. Non, c'est pas là que j'ai envie d'aller. Et ben, c'est comme ça parce que souvent, je me pose la question, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites? Mais parfois, si je reste en stagnation, je dis, ah non, je veux pas vivre, eh bien, et que je veux recevoir mes besoins et mes limites, je ne vais pas les recevoir parce qu'en fait, il faut que j'aille les vivre. La semaine qui est passée, là, j'avais commencé comme ça en réflexion. Je me dis, mais finalement, c'est quoi mes limites? Et la vie, en fait, m'a montré, ah ouais, bah non, c'est pas ça. Et je peux dire qu'on on enregistre ça, c'est lundi. Eh bien, je peux dire que j'ai grandi par rapport à la Aurélie de la semaine dernière. J'ai expérimenté une limite dans ma vie et que eh bien, j'ai grandi aussi parce que j'ai réussi à la poser. Parce qu'auparavant, j'avais plutôt le style limite élastique. Et j'ai réussi à la poser. Et je suis très contente et je célèbre la Aurélie, là, qui a réussi à vivre cette limite. Waouh, je le comprends tellement comme ça aussi. Tu vois, moi, je me sens vraiment adulte et donc souveraine, responsable, autonome, libre, depuis que déjà j'ai compris que je resterai une enfant toute ma vie et donc que j'allais apprendre et évoluer et que c'était important de garder cette posture-là toute ma vie aussi pour justement me déployer et pas m'installer dans une version de moi qui va finir par faner, tu vois, par se décomposer, en fait, littéralement. Hein. Et donc, il y a d'une part cette posture-là de l'enfant, bien sûr, à prendre conscience qu'elle fait partie intégrante de qui on est, et je pense qu'elle ne partira jamais. En tout cas, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Mais en plus de ça, c'est avoir la conscience et les ressources pour utiliser toutes tes expériences et en apprendre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence entre la maturité et tu vois, l'enfant qui n'a pas grandi et qui n'est pas devenu un adulte. Parce que quand tu t'autorises à vraiment
cultiver l'enfant intérieur qui est en toi, mais avec la maturité de l'adulte qui est capable quand même quand même, quand c'est nécessaire, de poser les limites à ta sécurité, ne serait-ce que physique, et aussi d'aller puiser dans la maîtrise et la sagesse qui est en toi pour que ces expériences ne soient pas stériles, pour que ces expériences te servent, en fait, et que tu puisses rebondir dessus et puis avancer, tu vois, de niveau en niveau. Et Comme dans donc, un jeu. explorer, voilà. Et ben là, vraiment, tu deviens, pour moi, vraiment un adulte qui goûte à la vie pleinement, parce que c'est ça aussi l'énergie de l'enfant, tu vois, c'est se laisser suivre ses élans, se redécouvrir, rêver, croire aussi en son potentiel et avoir foi en la vie, en la magie. Tout ça, t'imagines quand c'est combiné avec la maturité, la sagesse et l'ancrage d'un adulte, mais c'est merveilleux. Et ça donne, tu vois, les personnes âgées, tu sais, qui ont 80, 90 ans, mais qui ont encore cette étincelle dans les yeux et qui paraissent encore jeunes, même si physiquement elles sont toutes ridées. Moi, c'est à ça que j'aspire, en fait, pour plus tard. Des Mais... rides jeunes, c'est pas mal ça. Et pour les personnes qui écoutent, qui seraient intriguées par ton école, une personne qui entre dans ton école, elle aspire à quoi? Tu te dis, tiens, si vous souhaitez, venez dans cette école. Qu'est-ce qui ferait que venez avec Margot, plutôt dans l'école? Alors, la première chose, il faut quand même avoir une ouverture intérieure, une aspiration à être plus souverain et avoir commencé à comprendre ce que ça veut dire pour soi, quand même. Mhm. Tu vois, se libérer en allant développer des ressources et des potentiels en soi. Développer vraiment l'autonomie, la maturité. C'est une école pour devenir des adultes, exactement comme on vient de les décrire. D'accord. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est à travers ces ressources-là, être enthousiaste à l'idée de se réaliser pleinement dans tous les domaines de sa vie, c'est-à-dire sublimer sa vie. Mais tu vois, il faut avoir envie de se déployer, en fait, et s'autonomiser, se responsabiliser, et apprendre à développer ses ressources intérieures, vraiment, parce que je ne vais pas le faire à leur place et je ne vais pas leur fournir un manuel. Il va y avoir des repères, donc l'amour, la présence et la création. C'est ce que j'adore en fait dans cette approche et comment elle est présentée dans l'école, c'est-à-dire qu'on ne s'éparpille pas, tu vois. On en revient toujours au même pilier et c'est absolument rassurant parce que en revenant à ces mêmes piliers-là, même si au début tu ne les comprends pas dans la subtilité, dans la profondeur la plus totale, eh bien, tu peux toujours apprendre et y revenir pour de plus en plus les explorer à travers tes expériences. Et tout ça est encadré et favorisé au sein de l'école. Donc d'abord, tu installes, tu ancres et tu déploies vraiment profondément tes piliers intérieurs, tes fondations intérieures qui te permettent d'être plus souverain. Et grâce à ça, tu sublimes concrètement ta vie. Dans tous les domaines, que tu souhaites avancer, sublimer ta sphère professionnelle, ta sphère intime, ta relation au corps, ta santé, tout en fait. Parce que mon approche, elle est vraiment racine, dans le sens où on va travailler la source, les fondations, pour que naturellement en découlent euh, d'autres choses, notamment dans la matière. Donc ça, c'est vraiment les deux premières intentions, enfin les deux premiers enthousiasmes, je dirais, et éveil de conscience qui sont importants pour intégrer l'école. D'autant plus que ce que je propose demande quand même de l'engagement, donc il faut être prêt. Je pense que ce n'est pas en première intention qu'on intègre l'école, je pense que ça demande d'avoir déjà un petit peu cheminé, ne serait-ce que pour avoir ces ouvertures de conscience. Et la troisième chose, c'est plus dans la forme. Il faut avoir envie de partager, de vivre une aventure humaine, voilà, de s'amuser. Il faut avoir envie de connecter en fait avec des gens. Parce que ce que je propose, c'est vraiment une rencontre. Déjà, premièrement, avec moi, la création d'une relation, mine de rien, parce que en fait, dans ma vie, c'est tellement les relations qui m'ont transformée et qui ont teinté aussi beaucoup mon expérience, que j'avais envie de remettre de l'humain énormément dans l'école,
et de la présence. Tu vois, sur le site, sur l'accueil, il y a une phrase qui dit que c'est une école qui met à l'honneur la présence pour grandir en souveraineté et se réaliser pleinement. Donc, il y a vraiment l'aspect souveraineté et l'aspect réalisation concrètement dans la matière. Et il y a l'aspect, on vit une aventure tous ensemble. C'est pour ça que je prends le temps de rencontrer vraiment, lors d'un vrai échange, toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées. D'une part, pour qu'on puisse se découvrir, sentir si on a envie de passer du moment ensemble, parce que s'ils intègrent l'école, il faut passer du temps avec moi. Et aussi pour que chacun comprenne bien ce qui est proposé et ne s'engage pas à moitié, en fait. Voilà. Et c'est aussi pour ça que les classes, les promotions, moi, je les appelle des équipes. Vraiment la dimension de équipe, quoi. Comme quand tu intègres un jeu, tu vois, dans n'importe quel sport, tu as une équipe parce que la dimension du jeu, de l'amusement, de l'émerveillement est présente à chaque instant, en fait. Comprendre que la vie peut être un jeu, c'est vraiment quelque chose, une possibilité à ouvrir parce que tellement de personnes vivent leur existence comme une lutte, comme quelque chose de compliqué, en force, tout comme le cheminement spirituel peut être vécu comme ça, et c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas une obligation. Mais donc, je disais que donc, ce sont des équipes qui sont constituées, qui sont petites, c'est des équipes de 4 personnes, plus moi, parce que je voulais vraiment offrir l'opportunité de se sentir privilégié dans le sens avoir un espace privilégié pour se déposer, pour avoir du temps pour soi. D'ailleurs, l'accompagnement individuel est vraiment prioritaire à l'école, mais à peu près 50%, tu as une dynamique d'équipe avec un petit groupe pour que tu puisses vraiment avoir l'opportunité de connaître bien chaque personne, que les liens se créent et qu'ensuite, cette équipe-là, elle puisse, si elle a envie, continuer d'évoluer sans moi, tu vois, en dehors de l'école une fois que c'est terminé. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que c'est proposé. Mais oui, on est dans l'instant présent. Oui, voilà. C'est ça. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de tes œuvres perlées. Et j'aimerais bien que tu nous parles en fait En fait, tu me diras si je me trompe, mais en lisant et en te voyant, c'est comme un héritage bien au-delà de toi que je perçois. Et j'aimerais bien que tu nous dises ce que c'est en fait comme pratique et d'où ça vient. Et ouais, voilà. Oui, ça me fait des frissons parce qu'effectivement, c'est vraiment un grand héritage c'est un héritage familial, intergénérationnel d'une part, mais pour moi, je le ressens aussi comme un héritage encore au-delà. Je ne saurais pas vraiment comment t'expliquer. Je vais vous expliquer, enfin, je vais t'expliquer, donc je vais expliquer ça à tout le monde. Alors, ma grand-mère avait une boutique de création, dans laquelle elle vendait des créations perlées. Elle a déposé un brevet parce que elle avait inventé cette technique-là. En fait, je pose et elle posait des perles directement sur du verre ou du miroir. Et donc, ces perles sont collées, donc ce n'est pas de la broderie, c'est plus comme... c'est pas non plus de la mosaïque, je dirais. Enfin, moi, j'ai toujours comparé ça un peu à de l'orfèvrerie parce que c'est tellement, tellement minutieux et tellement délicat. Tu te rends compte de poser les perles à l'aiguille, une à une. En plus, c'est pas des perles classiques qu'on peut trouver dans le commerce. C'est vraiment... Il y en a qui sont tellement petites, quoi. C'est tellement précieux que voilà, c'est... Moi, ça m'a fascinée, en fait, quand j'ai découvert ça. Donc, elle avait cette boutique. Cette boutique, c'est parti d'elle, de ce que je sais. Et puis, mes tantes ont travaillé dans la boutique. Même mes parents, à un moment, sont passés, ont été les petites mains qui ont fait quelques flacons, quelques peignes, parce qu'il y avait des peignes, tu sais, à l'ancienne. Les cheveux. Donc, voilà, tout perlé aussi. Et en fait, mon histoire de vie et de famille a fait que j'ai
a presque pas été en contact avec ma famille du côté paternel, donc avec cette grand-mère-là et mes tantes. Et à la mort de ma grand-mère, il y a eu toute la question de l'héritage, du coup, qui s'est posée. Et à ce moment-là, j'ai été un petit peu impliquée et j'ai redécouvert en fait, en partie l'univers de ma grand-mère, parce que j'avais été en contact avec elle autour de 13-14 ans. Donc, j'avais vu un petit peu ses maisons, parce qu'en fait, c'était une femme au final que je connais très peu, mais j'en ai fait un peu un personnage qui aujourd'hui m'inspire. C'était une femme qui était portée par une forme de folie quand même, de chaos, et en même temps ça lui faisait émerger une créativité et une ingéniosité qui me fascinait à l'époque. Donc chez elle, il y avait plein d'œuvres d'art partout. Et déjà, je me rappelle, alors même que je ne connaissais pas les créations perlées, j'étais allée une fois chez elle et je regardais partout. Tu vois, il y avait des plantes partout, de la mosaïque partout, qu'elle avait faite elle-même, des œuvres d'art qui venaient de ses voyages. J'étais en mode, ouf, la caverne d'Ali Baba. Et donc, quand elle est décédée, j'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait eu cette boutique et qu'elle perlait des flacons. Et en fait, je suis allée dans une de ces maisons parce que mon père et ses sœurs commençaient à se répartir ses possessions. Et là, j'ai découvert son atelier où elle avait rangé tous les stocks de l'ancienne boutique. Donc, il y avait des placards entiers du sol au plafond de flacons, mais de toutes les formes. On aurait dit, tu sais, un trésor avec plein de flacons de magiciens, de sorciers, d'apothicaires, de toutes les formes. C'était assez impressionnant et plein de perles de toutes les couleurs. Et là, je me suis dit, mais c'est magnifique, vraiment, ça me parle. Et en plus, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va rester à prendre la poussière. Et en fait, j'ai été tellement enthousiaste que j'ai demandé si je pouvais récupérer quelques flacons, quelques perles. Une de mes tantes m'a expliqué comment faire. Elle m'a expliqué quelle colle acheter. Elle m'a expliqué qu'il fallait d'abord poser un galon pour délimiter le dessin et ensuite poser les perles à l'aiguille. Et donc, j'ai essayé par moi-même. Et le premier flacon que j'ai fait, c'était celui-ci. Ouais, Voilà, je ne sais pas si on le voit bien là. je le vois. Mais... Et en fait, je m'étais dit bon, bah, première crêpe, tu vois, je me fous pas trop la pression. Et en fait, je me suis émerveillée. J'ai vraiment été fascinée de voir ce qui était en train de se créer sous mes mains. Parce que je ne me rendais pas du tout compte au début en le faisant de ce que ça allait pouvoir donner à la fin. Et en fait, plus les perles se posaient, le galon et le dessin, vraiment, enfin, l'œuvre d'art se révélait sous mes yeux. Et puis j'étais en mode, oh, c'est beau, en fait, il y a vraiment quelque chose. Et voilà, pendant à peu près 1 an et demi, j'ai fait des flacons, mais avec aucune envie ou idée de développer une marque et de faire quelque chose de sérieux et de professionnel. J'avais besoin de m'approprier ça. Et donc, moi, ce que j'aimais faire, c'était des portraits. J'avais envie d'offrir en fait mes créations et de leur donner une âme et de les dédier à des femmes qui m'inspiraient et qui m'accompagnaient dans ma vie. Donc, le premier que j'ai fait, c'était pour moi parce que je m'étais dit, bon, s'il est raté comme ça, je ne l'offre à personne. Et je le garde pour moi. Et puis, c'est symbolique aussi, tu vois, le premier. Bon. Et en fait, dans l'essence, c'est la reine des mers. Il y a vraiment quelque chose de royal et d'aquatique avec les écailles. Et je m'y reconnais beaucoup dedans. Donc voilà, c'est le mien. Par la suite, j'en ai fait plusieurs que j'ai offert aux femmes importantes de ma vie. Et c'était toujours effectivement des représentations incarnées de ce qu'elles évoquaient pour moi, de ce qu'elles portaient en fait, comme beauté, comme force, comme qualité les plus vibrantes, tu vois. Et voilà, et un jour, j'ai senti qu'il y avait un élan nouveau d'offrir une visibilité à mes créations, de définir un univers plus clair, plus posé, enfin, voilà, qui existe. Et donc, j'ai créé le site, j'ai créé la marque. Et voilà, et depuis, c'est quand même assez récent, tu vois, ça va faire quelques mois, ça va faire peut-être 4-5 mois, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas exactement. Mais je sens que de belles surprises, expériences encore nous attendent avec ces créations. Et j'ai peut-être un petit peu perdu le fil de ta question au départ, mais je crois que vraiment, ah oui, voilà, c'était l'héritage. Donc, déjà, il y a l'héritage de ma famille, parce que j'ai presque pas connu ma famille. Et pour moi, c'était une façon aussi de, quelque part, renouer avec plusieurs générations de femmes.
C'était aussi une façon de sublimer un héritage qui m'a été transmis et qui était un peu entaché par certaines choses qu'on m'a racontées, des histoires de famille. Et donc moi, je voulais ne prendre que ce qui m'appelait et en faire quelque chose de vraiment, vraiment beau. Et il y a aussi la dimension héritage souverain, dans le sens où, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une compréhension, une résonance, un attrait particulier, une fascination particulière pour la souveraineté, que ce soit la souveraineté personnelle telle que je peux la transmettre à l'école, mais aussi l'univers des souverains, des pharaons, des empereurs, des reines. Vraiment, c'est quelque chose qui me porte. Et en fait, j'avais envie de créer des objets tellement précieux que quand tu le reçois, eh bien, ça réveille en toi aussi ta souveraineté, et puis ça crée dans ton univers du beau, du précieux, de l'harmonie, du fascinant. J'avais envie de ramener ça en fait dans la matière. Ouais. Donc j'ai toujours souhaité créer des objets de rois et de reines, quoi. C'est ça, des objets révélateurs finalement. Et finalement, c'est comme un objet sujet, c'est-à-dire c'est fini la surconsommation, c'est qu'il y a en fait, il y a un sens sacré dans cet objet et qui va révéler aussi ton espace sacré à toi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la clé de transcendance dont tu as parlé tout à l'heure et que tu as découvert récemment sur les réseaux sociaux, vraiment fait un pont très très clair entre l'école, la spiritualité et l'art. C'était déjà le cas avant avec ma première collection de flacons, parce que je les ai appelés des flacons alchimiques, et je souhaitais en fait les vendre à des personnes qui, tu vois, aient la sensibilité pour les recevoir, pour les utiliser de façon consciente et sacrée, pour peut-être mettre des onctions ou des liquides qui sont vraiment précieux, voire même magiques. Et la clé de transcendance, dans la même veine, je dirais, il y a une dimension complètement spirituelle et une invitation à un usage sacré, rituel, de prière, d'ancrage qui te permet vraiment de te reconnecter à profondément ta spiritualité et tes ressources souveraines pour pouvoir transcender des situations qui peuvent te challenger au quotidien. Donc c'est un talisman, c'est un objet rituel, voilà, que je propose en fait de t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Mais tu vois, dans la façon dont je pense les vendre, enfin j'aime pas trop ce mot, mais je vais les vendre quand même et les offrir, en tout cas les créer. Déjà, ce sera du sur-mesure, donc je prendrai le temps de rencontrer les personnes qui viennent à moi, parce que pour moi, c'est des objets tellement précieux, tellement sacrés que je veux qu'ils soient révélateurs, en fait, qu'ils soient uniques et qu'ils soient vraiment sur mesure. Et puis, je veux sentir aussi que les personnes qui vont les recevoir, ce sont des personnes qui seront en mesure de vraiment les utiliser et les honorer dans la façon d'être en rapport avec eux. Donc, pour moi, c'est des objets pour les personnes un peu initiées, quand même, un minimum. Et puis, si l'initiation n'a pas encore suffisamment fleuri, on peut toujours faire l'école des arts sublimes ou continuer son cheminement pour ensuite demander sa clé par la suite. Oui, c'est très intéressant. Je te disais que ça me faisait vraiment penser dans les savoirs ancestraux à une école des mystères. Vraiment, ne pas... Ça dure des décennies, même plusieurs vies, une école des mystères. Et on est vraiment sur la présence et la qualité de présence, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail d'ancrage, de libération, de nettoyage et de conscience. Et cette clé, quand je l'ai vue vraiment, moi, quand tu l'as montrée, j'ai vraiment été basculée en fait dans un monde assez égyptien. J'étais vraiment, quand je l'ai vue, moi, je me suis retrouvée à côté d'une pyramide et c'est en fait cela, c'est-à-dire l'initié reçoit en fait sa clé parce qu'il a découvert ses clés intérieures. Exactement. Et c'est quand je l'ai vue, cette clé, je te l'avais dit, c'est que c'est comme dans le champ quantique, elle va venir ouvrir, mais ça ouvre des choses beaucoup plus grandes qu'on puisse s'imaginer. Donc, et ça demande vraiment une intégrité intérieure et savoir aussi revenir à son ancrage, aux enseignements primordiaux.
demander toujours la présence d'un soutien et d'un maître. Mais quand on a la clé, c'est qu'on est capable d'être son propre maître intérieur, c'est ce que tu dis. Et cette clé, elle ouvre un champ qu'on ne peut pas imaginer avec nos yeux, nos sens du visible. Et on a déjà fait en fait un travail d'initié. La vie est pour moi un espace d'initiation. Et quand on développe notre conscience, on développe en fait cet espace d'éveil intérieur. Et ce que je perçois moi dans le cours de l'humanité en ce moment, c'est qu'on est en train de revenir aux savoirs ancestraux avec la modernité. Les anciens et les modernes ne se querellent plus. Le yin et le yang ne se querellent plus. C'est à nous, à chacun, de trouver notre souveraineté, nos clés intérieures et dans notre vie, on va rencontrer des objets magiques, des objets où le visible et l'invisible se réunissent et on est capable de les tenir et capable de les soutenir parce qu'on ne prend pas le pouvoir sur l'autre ni sur soi. On est juste là. C'est comme ça que je l'ai perçu, moi. C'est magnifique. Tellement précis et tellement juste. Je pense que tu as même réussi à poser des mots encore plus définis et plus justes que ce que moi j'ai fait alors même que je l'ai porté. Tu vois. C'est ça les artistes. C'est vraiment... Oui. Et c'est vraiment essentiel de le comprendre comme ça, parce que pour moi, une clé de transcendance, alors c'est un peu fort ce que je vais dire, je ne pense pas que ce soit tout à fait ça, mais pourrait faire peut-être plus de mal que de bien si elle n'est pas reçue au bon moment. Donc c'est vraiment important de savoir, d'avoir déjà appris à revenir à ses propres clés, à se réancrer, à revenir dans, enfin, en fait, de tout savoir déjà faire avant de la recevoir. De savoir, tu vois, revenir dans son temple, dans sa sérénité, dans sa foi, dans ses ressources, dans son cœur. Je veux vraiment que les personnes qui reçoivent leurs clés aient appris à ne soient pas dépendants d'un objet magique, tu vois, extérieur à eux. Et en fait, pour moi, comme pour tous les projets que j'ai développés, la clé de transcendance, c'est un prolongement de la personne qui la reçoit. Donc, je veux vraiment veiller à bien rencontrer la personne, à bien la sentir et à voir si c'est OK ou pas. Et si ce n'est pas encore le moment, c'est pas grave en fait. Il y a du temps, on peut continuer de cheminer à l'école, des arts sublimes ou ailleurs, peu importe, et revenir quand on est prêt. Oui, c'est ça, parce qu'il faut être capable de discerner un appel égotique et un appel intérieur. Oui. Et c'est pas toujours facile, hein, le discernement, ça s'appréhende. Et ce que je dirais que finalement, la clé de transcendance, elle vient à vous pour faire résonner des choses et de bien écouter. C'est bien, je trouve ça en fait d'une intégrité professionnelle hors norme, c'est-à-dire que ce que tu fais, hein, c'est pas, tu vois, c'est bien ce que tu dis, tu ne vends pas, tu ouvres en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Et de vraiment vous déposer avec Margot et de laisser faire ce qui a à se passer et d'être dans l'humilité du présent. L'humilité, c'est revenir à la terre, hein, et elle vient résonner. Et finalement, si elle ne sait pas le moment, c'est que finalement, c'était le moment d'aller. Il n'y a pas de recul, c'est que des avancées. Et cette clé, et même si vous ressentez en fait qu'elle est là avec vous et que ça bouscule, elle ouvre, pas hésiter à revenir à lui dire attends, on ralentit, on revient, vibre un peu moins fort parce que les objets de toute manière vous écoutent, vous êtes en... C'est pas... ça a une vibration. De toute manière, vous le savez très bien chez vous. Il y a des objets que vous savez très bien qu'il faut les enlever. Il y a des miroirs, pour moi par exemple, il y a des miroirs que j'ai enlevés. Il y a des vêtements que j'ai enlevés parce que ça ne vibre plus juste. Et c'est ça la souveraineté, c'est pouvoir dire oui, pouvoir dire non, tout en conscience. Et voilà, moi je trouve que c'est puissant et c'est en fait la sublimation d'une alchimie intérieure, de ton cheminement intérieur. C'est-à-dire que tu as fait ton chemin et tu continues de faire ton chemin de souveraineté jusqu'à la création et ça revient toujours dans l'alignement. Tout à fait. Je vais montrer la clé parce que comme ça, les personnes qui nous regardent pourront se rendre compte. Ouais. Oui, sur YouTube, bien sûr. C'est vrai que c'est enregistré en podcast aussi. Donc, voilà. Alors, attends.
Bon, là, elle est dans son écrin, hein. D'ailleurs, l'écrin qui a été créé récemment est une partie très importante en fait de la création. Ça finit le tout et ça permet de prendre soin de sa clé parce que tu vois, nos objets qui sont vraiment précieux, avec lesquels on interagit au quotidien, on communique, dont on a conscience à quel point ils sont vivants et ils ont une âme, pour moi, ils doivent être chéris, vraiment honoré et chouchouté. Donc, j'avais vraiment envie d'un écrin qui fasse honneur et en même temps qui protège et qui sublime encore plus. Et la clé, en fait, c'est... Bon, alors là, il y a le miroir, donc on voit un petit peu les reflets. Donc ça, c'est la mienne. Et effectivement, pour moi, c'est une boussole égyptienne, hein. C'est vraiment la clé qui m'aide à revenir à ma boussole intérieure. Et bah, moi, souvent, je l'utilise, tu vois, pour me recueillir. Euh, Elle m'aide à revenir dans mon temple, quelque part. Je l'utilise en méditation. Je peux même la poser parfois en soin sur mon corps, là où je sens que c'est juste. Et je sens que c'est une clé qui va faciliter vraiment de grandes ouvertures de chakras et qui va faciliter un retour à l'ancrage tel que je le comprends et tel que je le vis aujourd'hui à travers les piliers dont je t'ai parlé à l'école. L'ancrage dans l'amour, l'ancrage dans la foi, l'ancrage dans la présence, la conscience et ensuite tout ça qui permet de créer de façon plus grandiose, plus sublime, plus juste et plus amoureuse. Oui. Et c'est très... En fait, on voit bien que c'est la tienne. C'est-à-dire que, bon, alors moi, j'ai la chance de te voir. On sent vraiment qu'il y a une union, l'union entre l'objet et l'être et vice-versa. Ouais. Comme un travail commun, tu vois. Oui, complètement. C'est pour ça que pour moi, c'est important avant toute création de clés, ce sera très important de connaître un minimum la personne, d'avoir pris le temps. Donc, il y aura quelques rencontres ensemble en amont, si ce n'est beaucoup plus. Que s'il y a un travail, un cheminement en souveraineté vraiment profond ensemble, bon, bah, dans ce cas-là, on se laissera vraiment le temps. Mais oui, c'est très important. Et effectivement, tu vois, quand je faisais des flacons pour les offrir aux femmes importantes de ma vie, parfois, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner à la fin. Tu vois, vraiment, je me laissais porter. Et je me suis rendu compte que ça a donné des créations, mais tellement fortes, tellement avec des personnalités vraiment distinctes. Donc, c'est une collection, ça a créé une collection, mais assez éclectique, en fait. Parce que du coup, les flacons étaient vraiment à l'image de leurs inspirants ou inspirantes, en tout cas de leurs propriétaires. Et c'était trop, trop beau, en fait. Et le plus beau, c'était de voir au moment où je les ai offerts, surtout que je n'en parlais jamais à la personne en amont. Je ne lui disais pas, je vais te créer un flacon. Non, en fait, j'avais un élan d'amour envers quelqu'un qui me faisait me dire, ah, j'ai trop envie de lui créer un flacon. Je sentais que c'était le moment juste et que j'avais la disponibilité, donc je le faisais. Et ensuite, j'offrais. Et c'était merveilleux de voir les réactions, les résonances, la rencontre, parce que c'est vraiment une rencontre. Et surtout, le fait que ce soit amené comme, bah voilà, ça te représente, c'est ce que j'ai perçu de toi, c'est ce que j'avais envie c'est la beauté que j'avais envie de te montrer en miroir, mais que tu portes en fait. Et tu vois, sur le site de la marque d'ailleurs, par rapport à notamment cette notion d'héritage, les flacons, les créations en elles-mêmes sont invitées à devenir des objets qu'on se transmet en génération avec les valeurs et les messages qu'ils portent. Donc, quand tu offres à quelqu'un ou quand tu t'offres un flacon précieux, eh bien, tu fais honneur à la beauté aussi et au précieux qui est déjà en toi. Tu le reconnais, tu vois. Et quand tu offres ça à quelqu'un ou à tes enfants, c'est tout, voilà, tout le message, tout ce qu'incarne ce flacon, c'est aussi ce que tu transmets à, à ta descendance. C'est l'exemple, en fait, aussi que tu représentes. Et je me suis beaucoup intéressée, justement, à cette notion d'héritage au moment où ma grand-mère est morte, celle qui m'a inspirée, qui m'a transmis indirectement, en fait, son art. Je me suis dit, tu vois, au final, mais cet héritage, il n'a pas l'air très glorieux
vu comme ça, de ce qu'on m'a raconté et tout. Mais moi, qu'est-ce que je veux garder déjà? Et comment je comprends l'héritage? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace, tu vois, dans le cœur des gens, dans le monde? Et ben, c'est avant tout un exemple, des valeurs, une source d'inspiration, des souvenirs, tu vois, de cœur, d'amour, c'est des sensations. Et ça, si en plus ça peut être sublimé par des créations, bon, bah, c'est merveilleux. Et c'est avant tout dans le subtil, en fait, que l'héritage réside. Après, il s'incarne évidemment dans la matière. Mais tu vois, même si c'est des objets qui pourraient paraître un peu... c'est quoi le terme? Dérisoire, dans le sens où bah voilà, c'est pas spécialement indispensable, tu vois, tu t'offres quelque chose de sublime, mais je veux dire, c'est pas aussi nécessaire et indispensable que d'acheter du pain tous les jours pour avoir à manger, tu vois, ou de payer ton chauffage, ce genre de choses. C'est au-delà de ça, c'est tout ce qui représente, en fait. Ouais. Et tous les messages qu'ils portent dans le subtil, dans la vibration. Et pour moi, ça les rend vraiment grands, en fait, et sublimes. Et c'est vraiment ce que je veux. C'est le message que j'ai essayé de transmettre sur le site. Que les personnes qui entrent en contact avec l'univers comprennent ça. Ouais. Et tu sais, quand tu disais peut-être dérisoire, en fait, ça nous demande à savoir ce qui est important et essentiel pour nous. Oui. Où est-ce que je place mon énergie? Où est-ce que je me concentre? Et Oui. finalement, l'indispensable, ça voudrait dire qu'on s'y attache. On s'attache à quelque chose. Là, non, je vis avec l'objet. Oui. C'est pas la même chose. Tu vois, il y a quelque chose de différent. Et je trouve que la vie nous invite à aller voir vraiment notre essentiel. Qu'est-ce qui... Et puis, ça peut... Et par exemple, aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, il est ici. Et peut-être que dans un an, bah, ça sera différent. Et je trouve que c'est ça, l'objet, ce serait comme cet héritage de cheminement. Il est là, il est toujours avec moi. Et il m'accompagne parce que parfois, c'est pas facile. Et il me rappelle que bah, j'en ai traversé des tempêtes et que je vais réussir et que je vais grandir encore à travers tout ça. Et, euh, et ce GPS, cette boussole, et j'y sais, c'est comme... tu sais, c'est... Quand je la voyais sur ton cœur, je me disais, ah bah en fait, c'est comme l'œil du cyclone, on peut toujours revenir à l'intérieur de l'œil du cyclone. Ah oui, c'est beau, c'est exactement ça. Oui, oui, complètement. Ah, dis donc. Bon, vous savez que moi, je pourrais parler des heures. Et d'ailleurs, si ça vous dit qu'on recommence, vous nous dites. Si vous avez des questions à poser aussi à Margot, bah, n'hésitez pas. Et moi, je serais bien celle qui pose des questions pour vous. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien faire la porte-parole. J'aime bien poser des questions. Parce que certains m'appellent Socrate, tu sais, celle qui pose des questions. Il n'y a pas de bonne réponse. Et pour ceux qui voudraient découvrir Margot, où est-ce qu'on découvre Margot? Alors, Margot, on la découvre bien sur Instagram. Sur Instagram, je partage un peu mon quotidien, mes inspirations et en même temps mes créations, que ce soit pour l'école ou la marque. Donc, mon Instagram, c'est Margot Miglior, tout attaché. Voilà. Et puis sinon, mes sites. Donc, le site de l'école, qui ont tellement été faits avec amour et avec minutie, en tout cas de mon mieux. Donc, vraiment pour vous aider à comprendre et à rentrer dans l'univers et à comprendre dans la subtilité en fait qui est proposée. Donc les arts sublimes, je pense que tu mettras les liens en fait dans le podcast. J'ai peut-être pas besoin d'épeler. Non. Voilà. Donc le site de l'école, le site de la marque qui s'appelle Marguerite Meyer. Marguerite Meyer, en fait, c'est moi, mais je voulais pas en fait, je voulais que la marque ait son identité propre, sa vie, indépendamment de moi, en fait. Mais quand même, elle est tellement reliée à moi que voilà, je voulais que ce soit quand même un peu la même chose. Donc, Margot, ça vient de Marguerite, qui vient du perse et du grec, qui signifie perle. Donc, perle, bah, de façon très, très premier degré, bah, voilà, c'est le travail de la perle, mais c'est aussi dans la symbolique cultiver l'harmonie, la pureté, l'alchimie aussi, alchimiser nos expériences
et puis nos ombres, nos challenges en des opportunités, en des occasions de s'éveiller. Donc voilà, c'est tout ça. Et meilleur, c'est la traduction française de mon nom de famille italien. Mmh. Qui, Non. voilà, qui a aussi sa symbolique parce que dans l'aspect meilleur, enfin moi, j'ai envie de favoriser, tu vois, tout ce qui se bonifier, tu vois, mûrir, se bonifier au quotidien, aller vers les choses de qualité plutôt que de la quantité, et puis s'offrir le meilleur parce que on a conscience aussi que voilà, on le mérite. Revenir dans l'amour, dans la reconnaissance envers soi, suffisante pour s'offrir le meilleur. Donc voilà, c'était intéressant de le lire parce que parfois on ne voit pas trop la connexion entre Marguerite Meyer et l'École des Arts Sublimes, alors qu'en fait elle est vraiment évidente. Ouais. Mm. Oh, merci beaucoup. Et je vous mettrai tous les liens. Allez, je vous invite vraiment à les lire, hein, parce que je vous ai dit au tout début, je pense que je ne vais pas être la seule à le ressentir. Le choix des couleurs, la place des photos, c'est vraiment je trouve que tes flacons sont mis en valeur avec l'ombre au-dessous. C'est vraiment très, très, c'est subtil, Ma c'est sœur, joli. ma sœur sera contente que tu dises ça parce que c'est elle qui a réalisé toutes les photos et puis pareil, tu vois, ça reste familial en fait. Et les sites, tu vois, quand je te disais que c'est un peu le jour et la nuit, ils sont complètement liés, ils vivent ensemble. Bah, c'est un univers très mystique et nocturne sur Marguerite Meyer. Et sur l'École des Arts Sublimes, c'est beaucoup plus ouvert, rayonnant, royal, solaire. Donc voilà, ils se complémentent bien. C'est vraiment ça ce qu'on ressent. Donc, vraiment, allez-y. Puis, dites-nous ce que vous avez retenu aussi de notre conversation, ce qui vous a interpellé, ce que vous avez observé aussi dans votre vie, vous dire, tiens, moi aussi, les objets, l'amour, tout ça. Finalement, nous ne sommes pas là pour donner des grandes injonctions, mais pour échanger aussi avec vous ce qui vous a interpellé, ce que vous avez découvert. Et on est là pour recevoir et dialoguer avec vous. Je te remercie énormément, Margot, de cette conversation. Et moi donc, c'était un immense plaisir. À refaire quand tu veux. Avec grand plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode au-delà du pays des merveilles. Au revoir. Au revoir. Merci.